Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, dernière, non, avant-dernière vidéo de l'année sur la chaîne Anacalypsie Wrestling. Du coup avec l'épisode du 27 décembre de NXT. Voilà, puisque celle de Level Up sortira dimanche. Et dimanche, je sais pas si on sera le 31 ou le premier. Ah bon, on sera le premier. Donc du coup, dernière vidéo de l'année, voilà. En ce qui concerne cette chaîne. Du coup, on va revenir un peu sur les matchs. Le show était plutôt bon. Après, j'avoue que j'étais pas dans un état non plus hyper bon pour regarder du catch pendant 1 heure et demie. Voilà, parce que j'ai fait une grosse soirée hier. Et forcément, au moment d'aller me coucher, vers 3 heures du matin, un gros mal de dents qui m'a pris tout le crâne, et, enfin toute une partie du visage, donc impossible de m'endormir. Bref, j'ai eu une toute petite nuit, j'ai enchaîné le show dans la journée parce que j'avais complètement oublié qu'on était jeudi. Enfin, voilà, je suis complètement claqué. J'ai essayé de suivre le show comme je pouvais, donc je vais pas être hyper bon en analyse pendant cette vidéo. Donc en premier match, on a eu JD McDonough contre Julius Creed. Euh, le match, je l'ai trouvé plutôt bien. Après, j'ai été déçu de refaire le match entre les deux. Parce que bon, je crois qu'on avait déjà eu ce match-là. Parce que je crois qu'on avait déjà eu euh, McDonough contre Julius, puis McDonough contre Brutus. Euh, de mémoire, j'essaye de regarder. Ouais, c'était peut-être au mois de novembre, mais j'ai l'impression que qu'il y a déjà eu le match entre les deux. Je crois que c'est même pour ça que Songa il s'était pris un coup de chaise pour éviter que que Julius le prenne. Et puis après, il y avait eu le coup où, au moment où il avait voulu frapper Brutus, on lui avait pris la chaise des mains ou un truc comme ça. Mais du coup, je trouve c'est un peu dommage d'avoir une réédite d'un autre match. On sent qu'ils savent pas trop quoi faire en attendant le match entre Sanga, Vir et les Creed Brothers. Et c'est un peu dommage que McDonough il soit là entre les deux, mais voilà, juste histoire d'avoir des matchs, mais il sert à rien dans la rivalité, quoi, parce qu'il n'est pas plus d'un côté que de l'autre, donc voilà, c'est pas terrible comme rivalité, mais ça devrait pas tarder à s'arrêter. Bref, victoire clean de Julius Creed, ça m'a étonné, parce que je crois que euh, j'ai pas vu, ou j'ai pas le souvenir en tout cas, d'avoir vu McDonough perdre euh, dans un match en 1 contre 1 ou comme ça depuis longtemps en fait. Parce que bon, Halloween Havoc c'était un triple straight où il a perdu, après il a perdu à l'Iron Survivor Challenge, mais sinon dans tous ces autres matchs que j'ai vus, je crois que je l'ai jamais vu perdre, donc ça fait un peu bizarre de le voir perdre clean, mais bon, c'est comme ça. Et du coup il va perdre sur un moonsault qu'il a effectué qui aura été esquivé. Il va se prendre une sorte de belly to belly, puis il va se prendre une clothesline dans la tronche. Et du coup, victoire de Julius Creed. J'espère que ce sera terminé là, parce que franchement, en ce qui concerne McDonough et les Creed Brothers, franchement, ça n'a aucun sens. On sent que c'est juste en attente de ce qui va suivre, donc j'espère que ce sera enfin terminé. Bref. Ensuite, on a Songa et Virman qui vont arriver et qui vont enfin lancer la rivalité entre les deux équipes parce que bordel, on en a marre de les voir. Enfin, je dis on, mais je parle surtout pour moi, mais j'en ai marre de tout le temps les voir. Là, ça fait des semaines, ça fait même plus d'un mois si je dis pas de conneries, qui sont là à chaque fois qu'il y a un match avec les Creed Brothers. Ils sont là, ils sont dans un coin, ils sont en train de regarder où ils interviennent pour éviter que les Creed Brothers prennent des coups ou des choses comme ça. Et je me demande s'ils n'avaient pas déjà agressé une fois les Creed Brothers. Il y a un coup, mais enfin bref, ils sont là depuis un moment. On sait qu'une rivalité va être lancée entre les deux équipes, mais ça arrête pas de tarder. C'est hyper chiant. Au moins là, je sais pas si c'est Son Goverman qui l'a dit au micro, mais ils ont annoncé match dans 2 semaines entre les deux équipes. Et enfin, quoi, j'ai envie de dire, parce que ça fait long pour démarrer une rivalité.
de un mois et demi, où les mecs sont juste là au bord du ring à attendre leur tour. Bref. Ensuite, on a eu Cora Jade contre Wendy Chou, donc ça fait plaisir de voir ma favorite du roster pour cette fin d'année, même si elle a perdu son match. Et bon, c'était un match plutôt sympa, c'était pas le meilleur match, hein, faut être honnête. Après, j'ai mis victoire de Wendy Chou qui remporte avec une prise assez proche d'un chokeslam ou du finisher de The Rock, j'oublie toujours le nom de ce finisher, suivi d'une sorte de... Alors c'est pas vraiment... Je ne saurais pas comment appeler ça, parce que c'est pas vraiment un splash puisqu'elle se jette pas en avant, elle monte sur l'écran, elle se jette un peu en arrière, mais quand même en position splash, je sais pas comment on appelle ça. Bref, elle va gagner de cette manière-là. J'espère que la rivalité entre les deux va être terminée parce que bah même si je pense qu'il y aura sûrement un troisième match parce qu'il y a eu une victoire avec tricherie de Cora Jade, là il y a eu un peu la vengeance avec la victoire de Wendy Chou donc ça fait un partout. Donc il y aura sûrement un troisième match quelque part. Euh, mais j'ai pas forcément envie de voir un troisième match entre ces deux-là quoi. Je préférais que les deux aillent dans différentes rivalités. Et franchement, faut que Cora Jade, elle arrête d'utiliser son kendo stick, hein, parce que elle est aussi douée que le tueur de Scream avec une arme, hein, parce que le mec, à chaque fois, il galère à choper ses victimes. Cora Jade, c'est pareil avec son kendo stick, hein. Dès que c'est un match sans disqualification, elle n'arrive jamais à toucher les autres avec son kendo stick, c'est incroyable. Euh, et en même temps, bon, tu dis dans sa tête, c'est complètement con, c'est en plein match, tu peux dominer, t'as déjà gagné la semaine dernière, puis là comme ça tu dis d'un coup je vais utiliser le kendo stick, donc on sait qu'elle va se rater à l'avance, c'est un peu dommage. Il faudrait qu'il se passe un truc pour qu'on lui enlève ce kendo stick parce que c'est un peu chiant de toujours la voir essayer de s'en servir, du coup de toujours la voir se rater, ce qui est assez ridicule. Et, euh, et voilà, de faire, essayer de trouver autre chose pour ces tricheries, ou comme ils avaient fait avec le gobelet il y a deux trois semaines. C'était déjà un peu plus inventif comme tricherie, même si globalement c'était grillé. Genre t'avais de l'eau partout, de l'eau dans la tronche de Wendy Chou, et t'as que l'arbitre qui comprenait pas ce qui se passait. Bref, c'est le catch, hein, mais des fois on se dit que les arbitres ils ont l'air un peu concons dans certaines rivalités. C'est pas de leur faute, hein, c'est le scénario qui est comme ça, mais des fois ils passent vraiment pour des idiots. Ensuite, un match que j'ai vraiment bien aimé, même si toute l'histoire autour du match est complètement ratée, mais le match en lui-même, j'ai trouvé vraiment très bon. On a deux voltigeurs, franchement, alors, j'ai envie de dire, je me suis éclaté. Je pense que j'aurais passé un meilleur moment si j'étais mieux réveillé, parce que 17h, je suis claqué. Mais j'avoue que quand même, c'était un très bon match. Moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore les voltigeurs. Donc là, on a deux voltigeurs qui s'affrontent, pour moi c'était génial. Mais comme je disais, pour moi, ce qui est un peu nul, en fait, c'est l'histoire autour. Parce que on a Jiro qui avait battu, je ne sais plus quel catcheur et tout, et Script l'avait attaqué et avait volé sa veste. Donc apparemment, c'était il y a deux semaines, un truc comme ça. Du coup, Jiro il arrive backstage et il fait ouais, ma veste c'est ultra important, ma veste c'est ce qui fait que je suis le numéro un, c'est ça qui fait que j'ai le smile et que ça donne le smile au public, machin. Bon, tu dis ok, c'est compréhensif, après tout, chacun a son objet fétiche, hein. Korra c'est son kendo stick, t'as Alba Fire c'est sa batte, bon, t'en as qui ont voilà des petits objets fétifs, lui fétiche. Lui, c'est sa veste, hein. Ok, je me dis, ok. Il veut la récupérer, donc on part globalement sur une rivalité où Jiro est un face qui veut récupérer un objet qu'on lui a volé, et Script apparaît comme le heel qui a volé et agressé, enfin, bah oui, qui a volé et agressé Jiro. Et là, du coup, les deux, ils se battent, on a un très bon match, gagné par Script, qui va réussir à repousser Jiro en étant sur la troisième corde et en faisant une sorte de... Alors, pareil, je sais pas comment on appelle ça, parce que il fait un 180 degrés, sauf que t'as en splash, en fait ses jambes passent au niveau des épaules de son adversaire pour le faire retomber au sol. Je sais pas du coup comment on appelle cette prise, mais bon, pour ceux qui voient de quoi je parle, ou du coup qui ont vu le match, vous savez de quoi je parle.
Et n'hésite pas à me dire comment s'appelle cette prise. Enfin, il y a plein de noms de prises que je n'ai pas, donc souvent j'essaye de faire des raccords avec des noms de prises que je connais qui sont assez similaires ou assez proches. Euh, mais voilà. Et du coup, Script il gagne et je dis bon, ok. Et il y a deux choses qui m'ont dérangé, c'est que déjà vers le début de match, euh, Jiro il envoie Script à l'extérieur du ring et du coup, au lieu d'aller récupérer sa veste que Script avait foutu dans les cordes, bon, il y a sûrement un officiel qui a dû la récupérer pour pas que ça gêne, mais au lieu de récupérer, d'en profiter pour récupérer sa veste, il décide de continuer le match, à faire un suicide dive, un truc comme ça, et tu te dis, mais pourquoi tu vas pas récupérer ta veste si c'est si important que ça pour que tu gagnes ton match, pour que tu sois au top sur le ring? Pourquoi tu profites pas que le mec il soit de l'autre côté du ring dehors pour aller chercher ta veste? Le mec il a pas le temps de te gêner ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi on me vole un objet, euh, le mec je lui casse la gueule, je l'envoie de l'autre côté du ring, j'en profite pour récupérer mon truc. Et après je le termine sur le ring. Je veux dire, ça aurait été plus logique. Et ce qui est du coup encore moins logique, c'est qu'à la fin du match, Script il va prendre la veste, il va le poser sur Jiro et puis il va partir. Et je me dis mais c'est quoi cette écriture de merde? C'est vraiment de la merde. Moi je pensais que Jiro il allait gagner, récupérer sa veste et puis voilà. Non, le mec il perd et on lui rend quand même sa veste qu'on lui a volée. Et tu te dis mais heureusement que les deux ils ont fait une belle performance parce que franchement l'histoire autour de cette veste c'était vraiment de la daube quoi. Le mec il vole et puis finalement il dit bon j'ai gagné mais je vais quand même lui redonner parce que finalement je suis pas si méchant que ça. Allez, c'était histoire nulle, match bon. Voilà. Ensuite on a eu un match entre Lâche Légende et un faux espoir que j'ai eu pour Lyra Valkyria parce que pendant une grosse partie de son entrée, il n'y avait pas le petit effet dégueulasse qu'il y avait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je crois que c'était la semaine dernière. Et là, sur la fin de son entrée, ils remettent les nuages avec la pluie et tout, mais c'est tellement moche, faut vraiment qu'ils l'enlèvent. Sur le coup, je me suis dit, ah c'est bien, ils nous ont écoutés. Et puis bah, finalement, non, ils ont juste raccourci le temps de l'effet. Mais je trouve que l'effet est moche, l'entrée elle est magnifique, ils ont pas besoin de tout gâcher avec cet effet tout dégueulasse quoi. Bref, le match en lui-même était plutôt sympa. C'était pas non plus incroyable, ce qui est dommage, parce que franchement, Lyra Valkyria, voilà, elle est arrivée, depuis qu'elle est arrivée, elle a fait 2 matchs. J'adore ses performances, je la trouve vraiment géniale. Elle a clairement le potentiel de devenir une de mes catcheuses préférées de la compagnie. Parce que voilà, en termes de in-ring, c'est génial. Son entrée, elle est absolument géniale, à part ce petit effet. Euh, voilà, j'ai vraiment rien à reprocher à cette catcheuse. Bon, on l'a pas encore vu parler au micro ou quoi que ce soit, mais bon, ça, je pense que ça viendra. Mais franchement, j'adore cette catcheuse. Mais c'est vrai que Lâche Légende, on sent que c'est pas le même niveau. Voilà, et ça a quand même assez bien matché. Le match était pas mauvais. Mais, euh, mais voilà, j'aurais préféré peut-être voir Lyra Valkyria avec peut-être une catcheuse de son gabarit. Je pense que ça aurait peut-être donné un meilleur match que celui-ci. Parce que il y a des fois où des catcheurs matchent bien quand ils sont plus petits avec des géants, des choses comme ça. Et des fois ça match pas très bien. Et des fois certains catcheurs, je trouve, font des meilleures performances avec des gens de leur catégorie. Et, euh, et voilà, après ils se débrouillent comme ils peuvent, mais voilà, j'ai pas été hyper emballé par ce match. Et du coup, on a eu une victoire de Valkyria avec un coup de pied retourné et du coup un splash. Donc voilà, c'était plutôt cool. Je trouvais celui de la semaine dernière mieux filmé parce que là, le splash, il était pas très bien filmé. Je trouve que les splash, ils sont plus beaux visuellement quand on les filme de côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit vraiment la personne en train de voler dans les airs et atterrir sur son adversaire. Que là, la caméra, c'est comme si qu'elle était dans le point opposé. Du coup, on avait Valkyria de face en train de faire son splash. Et j'avoue que en termes de façon de filmer,
la prise, bah, c'était pas joli parce que tu vois pas vraiment le saut, à quel point il peut aller haut, quoi que ce soit. Enfin, tu la vois juste globalement, boum, s'écraser sur Lash Legend. Et j'ai trouvé que ouais, c'était dommage qu'ils aient pas filmé le splash avec un autre angle. Mais en tout cas, pour Valkyria, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner sur le long terme parce que bah, j'aime beaucoup ce qu'elle nous fait pour l'instant. Ensuite, on a un match 3 contre 3 avec Odyssey Jones, Malik Blade et Driss Enofe contre Joe Gacy, Rip Fowler et Jagger Reed du Schism. Voilà, qui était un match plutôt sympa. J'ai trouvé que les deux trios ont plutôt bien matché. Odyssey Jones, à chaque fois qu'il montait dans le ring, il faisait un nettoyage, c'était incroyable. Euh, à un moment, il était même à l'extérieur du ring. Il y a dû avoir au moins, je pense, enfin, au moins, plutôt au plus, autour de 10 dives ou suicide dives pour réussir à mettre Odyssey Jones à terre. Parce que tu les voyais, c'était marrant à la chaîne. Genre, t'en as un qui faisait un dive, hop, il se relevait. Puis t'en avais un autre qui le frappait, puis il se relevait. Puis à chaque fois, il tournait comme ça en remontant dans le ring et tout. Honnêtement, c'était plutôt marrant à voir. C'était plutôt cool. Odyssey Jones, même dans la défaite, il reste hyper fort dans ce match. Donc c'est très cool parce que j'aime beaucoup Odyssey Jones. Euh, et la fin du match, elle était super belle aussi. On a du coup, je crois que c'est Joe Gacy et Rip Fowler qui vont porter Malik Blade et Driss Enofe sur leurs épaules. Du coup, Jagger Reed va faire une double clothesline depuis la troisième corde sur les deux gars. Ensuite, Fowler et Reed vont faire un double codebreaker sur Idriss Enofe, suivi de la clothesline de Joe Gacy, puisqu'il avait fait le tag pendant que Reed était sur la troisième corde. Donc un final totalement explosif avec beaucoup de prises de mince, comment appeler ça, les prises les plus importantes quoi des catcheurs. Je sais pas si c'est forcément pour tous des prises de finition, mais en tout cas c'était toute cette fin de match était plutôt cool à voir. Même le match en lui-même était vraiment très cool. Euh, En plus, on n'a pas eu d'intervention de Ava Raine dans le match. À un moment, elle est allée voir Booker T pour dire la phrase du schisme et tu dis, mais ok, pourquoi tu dis ça à Booker T? Même Booker T, il restait un peu con en mode, mais c'est ce qu'elle est en train de me dire à moi là. C'était plutôt marrant, mais au moins elle n'est pas intervenue dans le match, elle a juste regardé le match. Le schisme a gagné sans intervention. Donc je trouve ça très très cool. Parce que, ben, genre, dans le roster principal, le Judgment Day qui a gagné je ne sais combien de matchs grâce aux interventions de Rhea Ripley, bah honnêtement, je trouvais ça un peu à chier. Là, au moins, Ava Raine, elle est restée dans son coin. Elle a laissé sa team gérer le match, gagner le match sans son aide, et je trouve ça super. Donc voilà un très bon point de la soirée. Ensuite, un match qui était sympa, mais dont je voyais pas forcément l'intérêt plus que ça. Enfin, du moins, la stipulation m'intéresse pas. C'est Kiana James que j'aime bien face à Fallon Henley pour gagner le bar. Et en fait, ce qui est con, c'est que en fait, comme ils ont balancé, alors je crois que c'est le fait que le bar est une importance, comment dire, familiale pour Henley, si j'ai bien compris enfin, les différents segments qu'il y a eu dans le bar. Donc automatiquement, je me suis dit, il y a peu de chances que Kiana James elle remporte le match avec tout ce poids qu'on met sur le bar par rapport à l'héritage et tout ça pour Fallon Henley. Donc je ne voyais pas Fallon perdre le match. Et au finalement, c'est ce qui s'est passé. Fallon va réussir à l'emporter sur une sorte de running knee. Voilà, bon, c'est une prise que j'aime pas trop. Pourtant, je suis un grand fan de Daniel Bryan, mais j'aime pas son finisher. Mais j'aime beaucoup Daniel Bryan. Là, mais c'est pareil pour Tegan Nox, parce que Tegan Nox c'est un peu le même genre de finisher. Pareil, j'aime pas ces finishers là, mais j'adore les catcheurs qui les utilisent. Bon, Fallon, je la connais pas suffisamment encore, parce que je crois que je dois voir que un ou deux matchs. Mais voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était pas forcément le match en lui-même, ce qui est un peu dommage parce que bah, le but
d'un match de catch, qu'on soit intéressé par ce qui se passe dans le ring. Et ben là, même si j'adore Kiana James, ben, j'étais pas forcément intéressé par ce qui se passait dans le ring. Ce qui m'intéressait plus, c'était ce qui se passait en dehors du ring avec Briggs et Jensen. Euh, alors, je ne sais plus lequel est lequel. Je suis désolé. Mais en gros, t'en as un qui est à moitié en kiff sur Kiana James, et puis même elle en joue. Alors, je sais pas si dans la storyline, ils veulent vraiment essayer de créer une sorte de romance entre les deux. Mais en tout cas, on sent qu'il se passe des choses, qu'il y a une connexion. Même quand Kiana James, elle a perdu qu'à l'extérieur du ring, elle le regarde et tout. Enfin, il y a des regards, et on sent que le gars, il est peiné parce qu'il a envie de venir à la, comment dire, j'ai envie de lui parler, putain, j'ai pas le bon mot, ça m'énerve. Parce que j'ai un synonyme, mais qui ne colle pas du tout, qui peut être mal interprété à côté, mais en gros, voilà, qu'il faudrait la soutenir, enfin, de sa défaite et tout ça. Et de l'autre côté, t'as l'autre gars de l'équipe qui lui est juste à fond pour Fallon Henley, qu'on a rien à battre de Kiana James. Et du coup, on sent qu'il y a des tensions entre les deux. Parce qu'à chaque fois, bah, le gars qui est à moitié en kiff sur Kiana, bah, il est toujours en train de plus de soutenir Kiana que Fallon. Quand Kiana est perd, il a envie d'aller l'aider, mais il ose pas. Et t'as l'autre qui est toujours en train de lui dire non mais oh, faut te soutenir Fallon là, qu'est-ce que tu fous? Et du coup, on sent qu'il y a des petites tensions entre les deux et tout. Et j'ai trouvé, ben, globalement, que ça, les tensions entre les deux membres de l'équipe, étaient beaucoup plus intéressants que l'histoire qu'on veut nous raconter dans le match entre Fallon et Kiana. C'est- Après, c'est extrêmement personnel, hein, mais moi, je trouvais que voilà, l'intrigue secondaire, on va dire, pour moi, m'intéressait plus que l'intrigue principale de ce match. Ensuite, on a un truc dont au début je voulais pas forcément parler, mais voilà, c'est le Drew Gulak Invitation. Donc on a Drew Gulak qui va apprendre des prises enfin des techniques de soumission à Hank Walker. Voilà, parce que Hank était venu lui parler il y a 1 ou 2 semaines, il a dit ok, on verra ça dans 1 ou 2 semaines. Et du coup, Drew Gulak est venu avec 3 gars. Alors il y en avait un qu'on avait déjà vu à Level Up. Et les 2 autres, je crois que je les ai jamais vus de ma vie. Mais le premier, il va juste le choper, il va le prendre par surprise avec une soumission. Le mec, il va abandonner direct, puis il va le laisser partir. Du coup, pour lui montrer une soumission. Il y en a un, apparemment, c'est un lutteur amateur, un truc comme ça. Le deuxième, hop, ils font un peu de lutte et tout. Hop, et Drogolak le fait abandonner. Ok, donc voilà, le but étant de montrer à nouveau une technique de comment s'en sortir et tout. Et le troisième, donc on l'avait vu à Level Up, je crois que c'est Miles Bourne. Euh, du coup, il vient, les deux s'affrontent également un petit peu. euh, et du coup, Miles Bourne va réussir à faire une prise et à mettre à terre Drew Gulak. Et du coup, Drew Gulak va réussir quand même à placer une bonne soumission. Et là, du coup, il ne va pas lâcher pendant euh, que Bourne est en train de taper. Et du coup, Hank Walker va être obligé d'intervenir pour le forcer à lâcher le gars. Et au final, Drongola va continuer un peu son speech, et là, il y a une musique qui se lance, on a Charlie Dempsey qui arrive, et globalement, Charlie Dempsey, alors, ils ont parlé d'argent, j'ai pas trop compris. Euh, et du coup, Dempsey va lancer un challenge. Alors, je sais pas si c'est pour Walker ou Gulak, mais je pense que ce sera plus Walker. Mais du coup, prochainement, on aura très certainement un match entre Hank Walker et Charlie Dempsey. Et on finit sur le main event, donc sûrement le match que j'ai préféré entre Tony D'Angelo et Wesley pour le titre nord-américain. C'est un match plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé la tension qu'il y avait entre les deux hommes. C'était vraiment très cool. Euh, on a un Wesley qui est très sérieux, très focus dans son match. Voilà, on sent que il va absolument en découdre et qu'il est pas là pour rigoler. Et c'était vraiment super. On a Angelo qui a un peu un côté, euh,
un peu d'ancien, où il va beaucoup gérer le début du match, il va même se moquer de Wesley. À un moment, il lui sort même, non mais t'es vraiment le champion là, tu fais un peu honte, non? Il va lui sortir un truc comme ça, parce que bah forcément le mec est champion, il se fait dominer dès le début et tout, donc voilà, c'était pas foufou pour Wesley, mais finalement il va revenir très vite dans le match. On aura un excellent match, ça va beaucoup travailler la jambe gauche de Wesley. De l'autre côté, Wesley va beaucoup travailler également une des jambes d'Angelo. Parce que en plus c'est trop cool parce que le mec en plus il avait une canne pendant un temps pour se déplacer et tout. Donc on nous met des trucs hyper intéressants dans ce match. Euh, En plus, Angelo est une vraie menace pour Wesley. Et ça, je trouve ça bien dans les matchs de championnat, quand le challenger est une vraie menace et est crédible comme menace. Parce que je trouvais qu'Angelo, il fonctionnait très très bien comme menace pour Wesley. Là où des fois on a eu d'autres catcheurs, où tu disais ouais, bof, ok, c'est pas forcément des gens auxquels tu te dis ouais, il finira champion ou pas. Voilà, je sais pas si j'ai un exemple en tête. Euh, non, j'ai pas d'exemple en tête. Je suis trop crevé pour avoir un bon exemple. Mais je pense que vous en avez très certainement vous en tête des matchs où vous avez un champion et un challenger, mais qui n'a pas du tout ce qu'il faut pour l'affronter. Et, euh, et là, j'aime bien parce qu'on sent qu'Angelo, il est vraiment construit suffisamment fort pour affronter Wesley, assez dangereux pour se dire qu'il peut gagner le titre. Mais au final, on a Dijak qui va intervenir pour agresser Stax et l'emporter euh, vers les coulisses. Du coup, ça va faire diversion sur Angelo. Du coup, Wesley va en profiter pour lui mettre un kick dans la tête alors qu'il était sur la troisième corde. Et ensuite, il va faire des saltos arrière, dont un coup de pied retourné. Et du coup, tomber pour la victoire. Franchement, ce match est très bon. J'ai beaucoup aimé. Ça aurait été de toute façon dommage que Wesley perde son titre maintenant. Mais j'ai trouvé que le match était vraiment génial. Beaucoup de tension, beaucoup de dangerosité du côté d'Angelo. Voilà, c'était super. Ensuite, pour conclure, on va faire la preview de la semaine prochaine. On aura Trick Williams contre Axiom. Donc j'en avais parlé à un moment donné que vu que Axiom avait agressé entre guillemets Trick Williams après son match contre Carmelo, parce que Trick était intervenu, je m'étais dit que ça aurait été cool qu'il y ait un match entre Trick Williams et Axiom. Et du coup, on va l'avoir la semaine prochaine et je trouve ça absolument génial. C'est trop cool de continuer juste pour cette petite interaction d'avoir un match. Ce qui en plus paraît plutôt logique, hein. Et Carmelo Hayes va affronter Apollo Crews. Voilà, en plus Apollo Crews qui a été ces derniers temps sûrement le challenger le plus dangereux pour Braun Breaker. Donc si Carmelo Hayes bat Apollo Crews, ça le placerait comme un excellent challenger pour le titre de NXT. Donc franchement j'ai hâte de voir ce match. Et on aura le Grayson Waller Effect avec Braun Breaker comme invité spécial. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que on a eu une interview de Mackenzie avec Braun Breaker. Il y a eu un long clip avec Grayson Waller en Australie. J'ai pas tout suivi tout ce qu'il racontait parce que j'en avais absolument rien à faire de ce qu'il racontait. La seule chose que j'ai retenue, c'est que Braun Breaker a pété un câble, il a chopé la télé sur laquelle Mackenzie lui a montré la vidéo de Grayson Waller, il a chopé, il a explosé contre les casiers derrière lui, et puis il est parti. Tu te dis, oh, bon, ok. J'ai pas compris c'était quoi le message dans la vidéo, mais en tout cas, ça avait l'air de pas mal énerver Braun Breaker, donc voilà, ça peut annoncer un Grayson Waller effect plutôt musclé, quoi. Et ensuite, alors ça, je crois que ce sera pas la semaine dernière. Je veux dire, je crois pas que ce sera la semaine dernière. Effectivement, ça ne peut pas être la semaine dernière. Mais je crois que ce sera pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines. Parce que je crois qu'il y avait autre chose de marqué sur l'écran. Mais en gros, prochainement, il y aura un match entre Alba Fire et Isla Dawn dans un Extreme Resolution match. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette stipulation. On verra bien. En tout cas, j'espère que ce sera pas la semaine prochaine. Parce que je trouve que 2 semaines pour se remettre d'un coup de batte sur l'avant-bras,
je trouve que ça fait quand même vachement tôt. Euh, pour revenir, je veux dire, Alba Fire, on l'a juste, bon, j'ai juste, c'est quand même assez violent, mais on l'a poussé d'une échelle où elle est juste tombée sur le dos, sur une table. Bon, c'est quand même assez violent, mais je veux dire, elle a mis presque un mois pour revenir de ça. Là, on est sur une prise, enfin sur un coup qui aurait pu, genre un coup comme ça, tu te le prends en vrai, je pense que ça peut te péter un os. Euh, Si Alba revient vraiment au bout de 2 semaines après ça, ça fait quand même un retour très très tôt quand même. Donc j'espère que ça vraiment dans 2 semaines, au moins ça fera à peu près 3 semaines de vide. Ah, on peut se dire, allez, 3 semaines, un mois, ça peut être bien pour vraiment se dire, allez hop, elle s'est soignée, elle a eu le temps de se soigner et de se remettre de sa blessure. Parce que là, 2 semaines pour un bon coup de batte dans l'avant-bras, je trouve que ça fait. Surtout que le bras a été coincé. Enfin bon, on sait que le coup n'a pas été vraiment porté sur le bras, mais dans les faits, il faut s'imaginer que c'est le cas. Donc normalement, tu reviens pas au bout d'1 ou 2 semaines après ça, quoi. Euh, donc je pense que ce sera sûrement un peu plus tard dans le show spécial de NXT qu'il y aura en janvier. J'espère qu'on nous expliquera ça va être quoi cette stipulation, parce que on a aucune idée de ce que c'est. Euh, voilà. Du coup, j'ai juste une petite question pour le public, enfin pour le public, pour les viewers, avant de conclure cette vidéo. C'est, pensez-vous qu'il y aura des personnalités d'NXT au Royal Rumble? C'est une question que je me pose. Je sais que le Royal Rumble est qu'à la fin du mois de janvier, dans ces eaux-là. Je me la pose peut-être un peu tôt, dans mes souvenirs, dans le dernier Royal Rumble, il n'y avait pas eu ou extrêmement peu de personnes de NXT. Mais je crois que même pas du tout. Je crois qu'ils avaient plus misé sur des légendes et tout. Faudrait que je revoie le dernier. Bon, ça me ferait chier de le revoir parce que je déteste Ronda Rousey. J'ai pas envie de revoir sa victoire. Euh, mais il faudrait que je le revoie quand même. Parce que je crois que sur certains Royal Rumble, ils misaient plus sur la présence de légendes plutôt que de mettre des gens de NXT. Euh, Franchement, j'aimerais bien voir des gens d'NXT à nouveau au Royal Rumble. Je crois que c'est déjà arrivé. Parce que je crois que j'ai des souvenirs de Casey Catanzaro, enfin du coup Katana Chains au Royal Rumble. Du coup, j'aimerais beaucoup que cette année, en plus on a Triple H au pouvoir, donc ce serait cool qu'ils nous mettent des gens d'NXT au Royal Rumble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que des catcheurs ou catcheuses d'NXT seront présents lors du Rumble de 2023. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite à l'avance un bon réveillon du Nouvel An. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment vidéo AC Level Up. Et il y aura également une vidéo. Alors je vous préviens, Level Up du coup va pas sortir dimanche. Level Up va sortir lundi. Tout simplement parce que le 1er janvier, sur toutes les chaînes Anacalypse, il y aura une vidéo où je vous parle de l'avenir de la chaîne, enfin des différentes chaînes Anacalypse et des nouveautés qui viendront courant 2023. Donc tout ça sortira le 1er janvier, donc Level Up sera décalé malheureusement. Mais bon, c'est pas non plus très grave que ce soit décalé d'une journée.